Bonjour et bienvenue Ludmila Totieva. Bonjour. Vous avez grandi et vécu dans le Donbass, puis à Kiev, et maintenant vous êtes à Paris, où vous vous occupez de l'accueil des réfugiés. Aujourd'hui, c'est la Pâque orthodoxe, c'est un moment sacré. Comment vous le vivez? Comment le vivent les Ukrainiens qui sont en France? Les Ukrainiens, pour nous, la Pâque, c'est vraiment une fête très importante. Alors, il y a des églises aussi ukrainiennes à Paris et en France. Il y a eu une messe Il cette y avait nuit. la messe de toute la nuit, c'est-à-dire que plusieurs personnes sont y allées. Le matin, il y a aussi une sorte de consécration des pains qui sont faites à cette occasion. Vous y irez tout à l'heure. Oui, j'irai à l'église tout à l'heure. Et voilà, c'est un peu ce moment-là, quand on pense à la résurrection de Christ, mais aussi quand on pense au fait que notre pays à nous, c'est aussi un pays qui sera ressuscité. Voilà. Donc, Est-ce qu'il est vrai qu'il y a beaucoup de réfugiés qui ont envie de retourner d'ores et déjà dans leur pays, qui est dans l'état que l'on connaît? En fait, pour l'instant, on a vu des images de retour de pas mal de personnes à Kiev. C'est-à-dire que avec le retrait de l'armée russe vers le Donbass, il y a pas mal de personnes qui sont retournées chez eux. Enfin, s'ils avaient leur chez eux qui était conservé. Encore debout. Mais là, pour la plupart des personnes qui sont encore en Europe, je pense que vu que la situation ne s'est pas stabilisée, il n'est pas encore clair comment ça va être réglé. Alors les personnes, elles restent pour l'instant ici en France. Mariupol est sous contrôle russe, on le sait, sauf l'usine Azovstal. Il y a encore des civils, des bébés, des enfants, mais elle est assiégée, Mariupol. Elle est bombardée et le couloir humanitaire qui était autorisé ne peut pas être pratiqué puisqu'il y a toujours des bombes. Comment on va les sortir de là? C'est vrai que c'est très dur de voir ces images d'Azovstal où vraiment le complexe il est énorme et s'étend aussi sur moins 6 étages en bas. Et c'est là où il y a autour de 600 jusqu'à 1000 civils qui sont ensemble avec les soldats ukrainiens. Et c'est vrai que les évacuer, c'est très dur parce que la Russie elle a refusé le couloir humanitaire à plusieurs fois. Et je pense que Poutine veut vraiment faire de cette ville une ville martyre, comme on a vu à Aleppo. Vous voulez dire assassiner Oui. les civils aussi. Alors il y a 2000 combattants qui sont, eux, encerclés. Apparemment, ils ont le choix entre la résistance et la famine, la guerre jusqu'au bout ou la reddition. Est-ce que vous les voyez sortir avec le drapeau blanc et se rendre? Non, ils ont déjà déclaré à plusieurs reprises qu'ils ne vont pas se rendre parce qu'ils ne sont pas en capacité de le faire dans le sens où on est face à une armée, on est face à Poutine qui va les tuer. Enfin, leur sort, il n'est pas garanti. Parce qu'ils les considèrent comme les nationalistes, un peu comme les nazis, Tout à fait. Et que l'armée russe leur fera aucun cadeau, si je peux dire. C'est vrai. Et aussi parce que ce n'est pas du tout dans notre esprit de se rendre. À Mariupol, il faisait vraiment un exemple de résistance ukrainienne parce qu'ils tiennent depuis des premiers jours de l'invasion par la Russie. Et effectivement, ça en est qu'en cas, c'est envisageable pour qu'ils se rendent. Ça, c'est beau et c'est théorique. Mais est-ce qu'ils sont prêts à se sacrifier un à un? Oui. C'est ce qui était dit aussi. J'ai envie de dire, en Occident ou dans le monde qui n'est pas en guerre, qui peut les sauver? J'ai pensé par exemple à l'Église orthodoxe. C'est vrai qu'elle est divisée, mais elle garde une grande influence, y compris en Russie. Hier, par exemple, on a assisté à une messe à laquelle participait Poutine, à la cathédrale orthodoxe Saint-Sauveur reconstruite. Là, il y avait le patriarche Kirill de Moscou qui lui donne raison à Poutine, qui soutient la guerre en disant que c'était les forces du mal. Et il y a le patriarche de Kiev qui soutient la résistance. Les deux ne peuvent pas se voir, ils se combattent. S'ils intervenaient, qu'est-ce qu'ils obtiendraient? Eux, rien. Non, en fait, si eux, ils interviennent, ça sera pas en effet qu'on va désirer. C'est vrai que si, par exemple, le pape ou le représentant de Constantinople de l'Église orthodoxe, Bartholomé, il puisse vraiment faire un effort pour évacuer justement les civils de Mariupol, ça aurait été vraiment, ça pourrait être une très belle réussite de la diplomatie à l'international. Ça, c'est très bien de lancer l'idée à la fois d'une tentative de médiation, de conciliation humaine de la part du pape François et du patriarche Constantinople Bartholomé, qui les deux, ou l'un et l'autre, ont condamné la guerre. On retient peut-être cette proposition que vous faites. L'objectif de Poutine et des généraux, est-ce que c'est d'abord le Donbass, et est-ce que c'est maintenant le Sud, avec les ports du Sud sur la mer Noire et
Odessa, qui est la 3e ville de votre pays? Alors effectivement, ce que Poutine dit pour l'instant, c'est qu'il se focalise sur Donbass et sur le sud de l'Ukraine pour priver l'Ukraine de son existence, si vous voulez, parce que le port d'Odessa, il est très important en termes d'exportation pour l'économie ukrainienne. Mais c'est aussi cette vision encore révisionniste de l'Europe et de l'histoire par Poutine, où il voit dans le sud et dans le Donbass une sorte de petite Russie qu'il voudrait restaurer quand c'était encore au temps de Catherine la Grande. Mais moi, je suis persuadée, comme les autres Ukrainiens, qu'il ne va pas s'arrêter là-bas. C'est toute l'Ukraine qu'il veut, l'Ukraine qui est sous son contrôle. C'est pour ça qu'il y a quand même des bombardements qui s'est perpétué à Lviv. C'est pour ça que dans l'Ouest. Dans l'Ouest. Et c'est pour ça que Kiev aussi, il est dans la situation de pression, parce qu'on ne peut pas être sûr. On est en fait nulle part sûr et en sécurité en Ukraine pour l'instant, dès que Poutine il est au pouvoir. On se demande pourquoi les Ukrainiens qui sont en Europe retournent à Kiev ou à Lviv, alors qu'elles peuvent être à nouveau bombardées. Mais est-ce que les Ukrainiens ne demandent pas trop? Parce que vous dites, le Donbass, c'est à nous, mais le retour de la Crimée, or ça, les Russes, ils ne lâcheront jamais. Il faut déjà demander les populations autochtones de la Crimée, c'est-à-dire les Tatars de la Crimée. Et toutes les oppressions qu'ils ont vécues depuis que Poutine il est venu et elle a récupéré la Crimée, c'est atroce et c'est abominable ce qu'il a fait contre ce peuple autochtone. Mais les russophones sont au contraire favorables à Poutine, c'est ça? Oui, ils sont favorables. Après, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on va suivre le droit international jusqu'au bout? C'est-à-dire qu'il y a l'inviolabilité des territoires, il y a l'intégrité territoriale ukrainienne qui devrait être garantie, elle n'était pas garantie. Et qu'est-ce que le peuple qui en fait, historiquement occupé la Crimée, les Tatars, qu'est-ce qu'eux, ils pensent? Ils soutiennent l'Ukraine et ils sont en faveur de la libération de la Crimée des troupes russes. Donc, c'est pas fini? Non, c'est pas fini. Mais est-ce que c'est la guerre du Donbass ou la guerre d'Ukraine? Pour vous, c'est la guerre de toute l'Ukraine? Oui, c'est la guerre de toute l'Ukraine, mais plus encore, c'est la guerre, moi, je crois, de toutes les démocraties, c'est-à-dire de tout l'Occident. C'est exactement ce que disait hier Zelensky. Il demandait aussi d'aller voir Poutine. On se demande si un jour il y aura un rendez-vous entre eux. Mais la conférence de presse qu'il a faite hier, elle était exceptionnelle. Je l'ai regardée, sans doute vous aussi, 1 heure et demie, dans les sous-sols du métro de Kiev. Ça, c'est très impressionnant parce que ça fait écho à Azovstal, où les gens sont maintenant avec les civils et les soldats enterrés, enfin on peut dire dans le sous-sol. Là, lui, il était aussi dans le sous-sol. Et c'est aussi, en fait, marquant parce que c'est là où les civils se sont réfugiés des premiers jours de combat, de bombardement de Kiev. Alors c'est vraiment un symbole. Tout commence par Kiev. Alors la libération de l'Ukraine, elle va commencer aussi, enfin elle va continuer. Et je pense que c'est un message aussi très fort d'unité du peuple ukrainien face à ce menace, mais aussi d'unité du monde démocratique libre. Et il faut dire que le monde démocratique ou le monde l'a regardé. L'armée ukrainienne, elle reçoit des armes de l'Europe et beaucoup de l'Amérique. Et vous avez noté comme moi que aujourd'hui, Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, proche du président Biden, va répéter à Kiev, aujourd'hui à Zelensky, qui va passer des armes. Et j'ai l'impression que les États-Unis vont intensifier les armes offensives, les missiles, les drones et les obus. Est-ce que c'est un moyen d'apaiser ou au contraire d'entretenir la guerre? Là, ce n'est pas la question d'apaiser Poutine. C'est la question que l'Ukraine puisse gagner, avoir le victoire. Et ces victoires-là, ça sera aussi manifestement le victoire des États démocratiques sur l'autocratie et sur ce que Poutine est en train d'installer en Europe, c'est-à-dire un terreur et la division totale. Alors, en ce qui concerne les États-Unis, c'est vrai que l'Union européenne, elle a beaucoup aidé l'Ukraine, mais comme tous les États, enfin, on a tous nos limites. Alors l'Europe, elle a déjà touché à ses limites en termes d'armes qu'elle puisse livrer à l'Ukraine. Et c'est aussi par rapport à des stocks et autres choses, pas tout à fait, mais c'est là où les États-Unis et leur intervention peut être décisive pour notre victoire. J'ai dit tout à l'heure que vous occupiez de l'accueil en France des réfugiés ou de certains d'entre eux. Il y en a 57 000. Vous recevez la femme de votre cousin, ses enfants. Oui. Comment ils sont arrivés ici ? Alors, ils sont arrivés par la Pologne. Après, ils ont pris un train jusqu'au Berlin, en fait, et après jusqu'à Paris. C'était long, mais ils ont quitté leur maison et ils se sont réfugiés d'abord à Ivano-Frankivsk, qui est à l'ouest de l'Ukraine. La Suisse, aujourd'hui, attend 100 000 réfugiés. Elle fait ce qu'elle peut, d'après ce qui nous est dit, avec une générosité limitée. Puis la Pologne, elle aussi, elle est débordée. Il paraît que l'État ne fait pas autant qu'il devrait faire.
Et la France, comment elle se comporte, l'État français? Est-ce qu'elle accorde les aides, les subventions, les emplois, les logements? Alors, on est très touché par la solidarité des Français envers les Ukrainiens, c'est-à-dire les particuliers qui accueillent les Ukrainiens, les réfugiés chez eux. L'État français, il a fait beaucoup d'efforts pour pouvoir donner les meilleures conditions, c'est-à-dire le statut de protection temporaire qui permettent de travailler et aussi permettent d'avoir certaines allocations, comme si c'était les personnes qui... Temporaire, c'est-à-dire d'une durée de combien? Là, c'est pour 6 mois, renouvelable encore 6 mois, et c'est jusqu'au mi-année de 2023, si je ne me trompe pas. Votre cousine, elle a trouvé du travail? Pas encore, parce qu'ils étaient malades quand ils sont venus. Alors, les enfants étaient malades, elle était malade. Mais elle parle français? Elle apprend. Les enfants sont déjà à l'école. Ils adorent, d'ailleurs. Et du coup, tout le monde se met à petit... Mais les Ukrainiens qui parlent anglais, russe, allemand, est-ce qu'ils trouvent plus facilement du travail? Oui, certainement, dans le secteur d'hôtellerie, par exemple, dans d'autres types de secteurs, là où il faut plutôt anglais pour pouvoir parler. C'est vrai que, par exemple, c'est pas le cas de la famille qu'on accueille parce qu'ils viennent d'une petite village et ils ne parlent pas anglais suffisamment pour pouvoir... Est-ce que vous demandez ce matin aux entreprises, grandes et petites, de favoriser l'emploi, peut-être le logement, et surtout d'abord un emploi pour les Ukrainiens exilés momentanément? Tout à fait, c'est vrai, cet élan de solidarité, il pouvait être soutenu par les entreprises qui vont pouvoir ouvrir leurs portes parce que les Ukrainiens, c'est une peuple quand même très travailleur. On est là aussi pour pouvoir travailler, pour pouvoir contribuer dans l'économie. S'ils trouvent un travail, un logement, ils restent? Beaucoup veulent partir. Hein. C'est leur maison en Ukraine. Est-ce que je peux vous dire qu'il y a des villes, par exemple Marseille, grandes et petites, qui aujourd'hui se plaindraient des comportements et des exigences des Ukrainiens? Ils disent qu'ils veulent, je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais vous allez nous le dire, des logements confortables, des salaires élevés, des emplois pas n'importe lesquels. Est-ce que ça... Déjà, par rapport à ce que nous, on a vu, parce qu'on a pas mal, moi j'ai pas mal vu aussi les réfugiés, c'est que les gens qui viennent, c'est plutôt les gens qui n'ont pas des connaissances de français ou d'anglais. Alors moi, je vois pas forcément comment ils vont pouvoir réclamer ça. Alors encore, il faut vérifier est-ce que ces informations sont véritables. Vous essayez de le démentir, en tout cas. Moi, je crois, j'ai du mal à croire qu'il y a des Ukrainiens qui viennent comme ça, ils réclament. Parce que moi, tout ce que j'ai vu jusqu'à ce jour-là, c'est que les Ukrainiens sont plutôt reconnaissants, ils font ce qu'ils peuvent. Après, effectivement, on peut toujours améliorer les logements où on est ou autre chose, mais là, il faut aussi être réaliste. D'autant plus que la guerre va durer, d'après ce que vous dites et vous pensez, encore quelques saisons, le printemps, l'été. J'ai envie de vous souhaiter un bon dimanche, la messe, parce que vous y allez tout de suite, et pour les Français, vous savez que c'est une journée historique. Tout à fait. À bientôt, Ludmila. À bientôt. Merci beaucoup.